Good. There you go. Hey, maybe where's your computer charger? I've been actively practicing my public speaking through my public speaking coaching. So today is a good day to test my skills. All right. You're doing that. That is very cool. It's been it's like fun, but now it's like more of a performance. It's like practicing. Joanne, you've been my inspiration. She's like, who sounds nice? And they present. And I was like, Joanne McGriff. Here's the video of her talking. Yes. Now, see, I thought I needed to get the reference for your coach. See? No, I love the way you speak. Oh my goodness. No, it's well, I'm really happy to see this. I'm going to be all thumbs up over here. So here we go. It's because everyone tells me I talk too fast. And so decided to try and not talk fast. Okay. So what you have to say is always you. good. That we're over here looking at substance. So thank goodness Yes. for Coach. Yeah. Well, climate resilient environmentally sustainable health facilities is a mouthful. So, all right. I don't see Hadra coming in. So Haley, if we can just keep an eye on her, just to see if she comes in. And then Joanne, I'm sharing my screen the whole time. So I'm going to pull up I'll follow the agenda on my phone just to keep timing and things. Okay. And I have my phone here. And we can text if we need anything. Yep. But, last I looked, it was 40 people registered. Oh my. Yeah. So there we go. And if you can pull up the slides, because I probably need to minimize it and get my script. So I had it. Yeah, let me just share screen. Go forth. And then Haley, if we want to go ahead. There we go. Open. Your screen is loading. Okay, there we go. If you want to go ahead and open the room, you can. Hello, hello, everyone. Wherever you are coming from. Bonjour tout le monde, nous vous souhaitons la bienvenue. Nous allons nous donner quelques minutes de plus pour nous préparer avant de commencer. Si vous voulez bien écrire dans le chat votre nom, votre organisation, le lieu où vous êtes basé. Si vous ne voyez pas le chat, vous pouvez cliquer sur les 3 points au bas de l'écran et sélectionner discuter. Bonjour tout le monde, nous allons commencer dans un instant. Cela me fait plaisir de voir autant de visages connus et aussi de personnes nouvelles.
Okay, we're just gonna give it a few more seconds. Alors, nous allons attendre juste quelques secondes de plus et puis nous allons commencer. Alors, merci à tous ceux et celles qui mettent leur nom, le nom de l'organisation et le lieu où ils sont dans le chat. Donc, nous allons continuer avec cela pendant encore 30 secondes avant de commencer. All right, we're going to go ahead Alors, and get started. on va commencer. Nous savons qu'il y a toujours des personnes qui sont en train de nous rejoindre, mais nous avons beaucoup d'informations à partager avec vous et plusieurs intervenants et intervenantes. Donc, nous voulons avoir aussi assez de temps pour discuter. Donc, je vais donc commencer en disant bonjour, bon après-midi, bonsoir à tous ceux et celles qui sont là pour parler donc, de cet événement de la communauté de pratique WASH dans les établissements de santé. Donc, aujourd'hui, donc, nous allons parler de cette séance qui s'intitule Intégrer la résilience climatique dans la programmation des établissements de soins de santé WASH. Donc, je vous présente donc d'abord le docteur Johan McGriff, qui est donc membre du corps enseignant de l'Université Emory. Et nous avons aussi Lindsay Denny d'UNICEF New York. Et il y a aussi plusieurs membres de notre comité de directeurs qui participent. Ce sont les personnes qui donc, fournissent donc, des orientations dans la conceptualisation, la mise en œuvre de ces séances, y compris un de nos membres de l'équipe d'orientation qui va être un des intervenants d'aujourd'hui. Donc, nous aimerions donc remercier donc, Comfort Treasure Mukasa de Amref Health Africa et nous souhaitons également la bienvenue à plusieurs autres intervenants, par exemple Alan Israël Lahoun, qui est architecte du district sanitaire de Cobane de Guatemala. Nous avons Prakash Bora, qui est de Terre des Hommes au Népal, et Steve Sarah de Save the Children aux États-Unis. Donc, nous sommes ravis de souhaiter la bienvenue à tous ces intervenants pour parler de cette question qui concerne la résilience climatique et son intégration dans les établissements de santé en matière de WASH. Donc, nous allons avoir donc, des discussions concernant la mobilisation des ressources et plusieurs autres sujets. Donc, nous espérons que vous allez pouvoir être avec nous jusqu'à la fin. Et si ce n'est pas le cas, vous pouvez regarder la vidéo par la suite. Donc, si vous devez nous quitter avant la fin de la séance, vous pouvez vous référer à notre canal YouTube ou aller à notre page web pour regarder la vidéo par la suite. Donc, nous allons mettre le lien dans le chat. Donc, prochaine diapo, s'il vous plaît. Nous avons également avec nous donc, une équipe d'interprètes qui va nous aider avec les participants francophones et hispanophones. Et maintenant, je vais vous demander de sélectionner la langue que vous préférez, donc, y compris les anglophones qui devront choisir l'anglais. Donc, les francophones, sélectionnez le français, bien sûr, et les hispanophones, l'espagnol, et les anglophones ils doivent sélectionner l'anglais. Prochaine diapo. Donc, avant de commencer, comme je le fais toujours, j'aimerais prendre quelques instants pour souhaiter la bienvenue aux nouveaux participants à notre communauté de pratique et parler de qui nous sommes et ce que nous faisons. Donc, nous sommes une plateforme d'apprentissage orientée vers l'action qui rassemble la communauté WASH et de santé pour se concentrer sur les politiques, les preuves et les pratiques en matière de WASH dans les soins de santé primaires. Donc, notre objectif, c'est de créer des liens entre les experts et les différents collègues, les différents membres de la communauté WASH qui ont exprimé leur désir de prendre de l'action en matière de WASH dans les soins de santé
Donc, nous avons donc créé cette plateforme pour partager des ressources entre les membres des communautés de pratique WASH et des communautés de soins de santé. Donc, nous espérons que par la suite, que vous allez pouvoir prendre les étapes pour avancer les meilleures pratiques dans le domaine de WASH. Donc, j'aimerais aussi vous rappeler qu'il y a des principes fondamentaux qui nous guident pendant ces webinaires, hein, et ça va servir aussi de cadre de réflexion. Donc, tout d'abord, WASH, c'est une condition préalable fondamentale pour des soins de qualité au sein d'un établissement de santé. Donc, il peut y avoir de prévention, de contrôle efficace des infections sans une eau, un assainissement et une hygiène adéquate. Donc, nous savons que la question de l'eau, de l'assainissement, de l'hygiène dans les établissements de soins de santé peut être résolue, nécessitera la collaboration de plusieurs systèmes secteurs des parties prenantes afin d'obtenir une amélioration durable. Et enfin, la communauté de pratique est ouverte à tous ceux qui cherchent à apprendre et à partager sur le thème WASH dans les établissements de soins de santé. Nous accueillons tous les participants et respectons la diversité de leur point de vue. Donc, que vous soyez vraiment un expert chevronné ou quelqu'un qui est en train juste d'apprendre des choses sur le sujet, nous vous souhaitons la bienvenue et nous sommes très heureux de votre participation. Donc, nous voulons donc vous fournir les dernières informations dans le domaine et nous voulons peut-être que vous ne savez pas qu'il existe un portail qui s'appelle WashFit. Donc, c'est l'outil d'amélioration de l'eau, de l'assainissement, de l'hygiène dans les établissements de santé. C'est un résumé. Donc, vous allez voir un résumé des différentes approches de WashFit. Et vous allez voir que ces informations sont disponibles en français, en espagnol et en russe. Donc, si vous avez des partenaires ou d'autres personnes qui n'ont pas pu accéder à ces informations dans ces langues, encouragez-les à visiter ce portail pour pouvoir lire ces informations dans ces langues. Prochaine diapo. Donc, le prochain composant de notre séance, chaque fois qu'on se réunit, nous voulons partager une bonne nouvelle. Un des aspects positifs dans le domaine de WASH et des soins de santé. Donc, nous allons avoir donc un représentant de Save the Children, Steve, qui va prendre la parole, qui va parler de ce qui se passe au Niger. Donc, merci. Bonjour tout le monde. Je vais être assez bref. Donc, mon équipe chez Save the Children, avec des collègues de Chicago, avons publié une liste des différentes fournitures essentielles pour le contrôle et la prévention des infections. C'est une liste qu'on a rédigée en 2021 parce qu'on s'est rendu compte qu'il n'y avait pas beaucoup d'orientation concernant toutes les fournitures, les équipements pour la prévention des infections qui doivent être disponibles dans tous les cadres sanitaires. Donc, nous avons publié donc, cette liste de médicaments essentiels. Donc, c'est une liste d'orientation similaire pour les médicaments. Et une fois que nous avons fait cela à travers le projet de, euh, de leadership, nous avons, dans mon équipe avec le Niger, nous avons commencé à faire des efforts de plaidoyer auprès du ministère de la Santé du Niger pour adapter cette liste. Donc, nous avons travaillé avec plusieurs parties prenantes pour adapter et ensuite adopter la liste et qui a été formellement adoptée par le ministère de la Santé au mois de mars de cette année. Et puis, notre équipe est en train donc de fournir du soutien pour le déploiement de cette approche. Donc, nous travaillons pour éliminer les goulots d'étranglement et créer des initiatives de budgétisation. Nous travaillons avec différents réseaux confessionnels et privés de soins de santé. Et nous avons aussi commencé à étudier les systèmes de gestion de stocks nationaux et nous avons comparé donc les stocks dans différents systèmes pour vérifier que on a inclus toutes les différentes fournitures et si ce n'est pas le cas, donc ensuite donc vraiment les incorporer. Donc il y a donc un problème, des problèmes d'infection auxquels on fait face partout dans le monde. Donc, nous espérons réaliser des progrès dans la fourniture de ces fournitures de base, par exemple des gants et le savon pour pouvoir vraiment garantir des établissements de santé où on peut travailler en toute sécurité.
Donc, merci beaucoup, Steve. C'est une grande réussite. Donc, nous avons mis en exergue plusieurs récits, exemples de réussite dans les communautés et c'est encourageant parce que c'est quelque chose qui a été réalisé au niveau gouvernemental. Donc, nous espérons donc recevoir davantage de mises à jour au fur et à mesure. Et maintenant, nous allons passer maintenant à la prochaine diapo. Donc, nous voulions vous donner donc une vue d'ensemble de l'ordre du jour d'aujourd'hui. C'est juste, bon, au cas où vous devriez partir avant la fin de la séance. Bon, ici, vous voyez ce que nous allons couvrir. Donc, nous allons avoir une présentation générale sur l'eau, l'assainissement, l'hygiène, WASH, donc à l'époque du climat, au sein des établissements de santé, présenté par Lindsay Denny. Ensuite, il va y avoir une étude de cas présentée par Comfort Hydro Mukasa concernant Amref Health Africa en Uganda. Ensuite, Prakash Boka va présenter une autre étude de cas sur Tiers des âmes Népal. Ensuite, Steve Serra va faire une présentation sur la mobilisation des ressources et les leçons tirées par Save the Children. Et après, il va y avoir donc une présentation sur les progrès réalisés au Laos. Donc, si cela vous intéresse, la mobilisation des ressources et le segment climatique, nous espérons que cette séance va vous donner l'occasion de réfléchir aux différents enjeux en la matière. Et je pense aussi que dans le chat, nous allons inclure une partie, au moins la note conceptuelle. Donc, si vous voulez bien donc télécharger cela, cela va nous permettre de voir les contributions. Alors, sans plus attendre, je vais donner la parole à Lindsay Denny qui va nous donner un résumé des établissements de santé et les efforts WASH. Lindsay, à vous. Merci beaucoup, Joanne. Alors, comme on vient de le dire, donc, je suis Lindsay Denny et je suis consultante pour le siège d'UNICEF à New York et je me concentre sur les infrastructures à l'épreuve du changement climatique et plus particulièrement les établissements de santé, l'eau, l'assainissement, l'hygiène, WASH, comme on dit en anglais. Donc, nous allons donc parler donc, des différentes les établissements de soins de santé. Donc, en 2020, l'OMS a publié un guide sur les établissements de santé à l'épreuve du climatique, à l'épreuve du changement climatique. Donc, donc, cela vise à se préparer pour répondre au changement climatique et tirer parti des différentes possibilités pour restaurer et améliorer les systèmes. Donc, les centres de santé et WASH, donc, qu'est-ce que cela représente? Donc, il y a deux volets. Donc, lorsqu'on parle de la résilience climatique, on parle des établissements qui ont été conçus de manière à permettre aux intervenants à fournir des services sanitaires sans perturbation, donc sans être trop impactés par exemple, les inondations, les sécheresses, etc. L'autre volet, c'est la durabilité environnementale. Par exemple, les services euh, qui s'occupent de la génération des déchets. Euh, et nous avons parlé aussi avec notre équipe directrice des différents points sur lesquels nous voulions nous concentrer. Et ce que nous avons voulu faire, c'est vraiment renforcer la durabilité environnementale. Euh, mais vous savez, il existe des liens entre ces différents volets. Donc, quels sont les différents risques liés au changement climatique qui devraient nous concerner? Donc, ce diagramme est tiré d'un document de l'OMS qui évalue les différentes vulnérabilités en matière de changement climatique, mais nous avons compris que le changement climatique va avoir un impact sur les risques qui va ensuite vont avoir un impact sur la résilience. Donc, il y a trois composants principaux. Donc, les dangers, vulnérabilités et l'exposition. Alors, les dangers, c'est par exemple les événements liés au changement climatique, par exemple les inondations, la sécheresse, montée des mers, des orages fréquents, par exemple les ouragans, etc. Les vulnérabilités, ce sont des éléments uniques chez chaque établissement sanitaire, par exemple, pour comprendre des éléments sociaux, environnementaux. Et enfin, les vulnérabilités, c'est par exemple
les différents systèmes sanitaires de gestion des déchets qui sont impactés par ces autres facteurs. Donc, ce que nous voulons faire, c'est renforcer les capacités pour ne pas être trop impactés par les dangers. Et je pense que ce diagramme est très utile pour comprendre les enjeux. Donc, je vais expliquer. Donc, lorsqu'on pense aux capacités des établissements de santé et la fourniture des soins, vous voyez, il y a cette ligne verte qui représente le niveau normal. Et donc, ensuite, il va y avoir des chocs qui vont avoir un impact sur les soins de santé. Donc, le risque est défini par l'exposition, la vulnérabilité et les dangers. Donc, ça crée un mélange unique et ça va déterminer la performance lors du redressement de la reprise suite au choc climatique. Donc, Il y a une recouverte, un recouvrement qui se produit et dans une meilleure situation encore, l'installation va être mieux qu'auparavant ou est transformée. Et c'est vraiment ce qu'on veut quand on dit qu'on parle d'un établissement résilient ou mieux bâti pour améliorer les infrastructures qui n'existaient peut-être pas au départ. Mais donc, plus souvent qu'autrement, ce qu'on voit, c'est que les établissements récupèrent, mais sont moins fortes qu'avant, ou dans les pires cas, il y a une défaillance. Et donc, c'est utile de penser ici que ce qu'on essaie de faire, c'est de minimiser le temps du recouvrement pour quand l'établissement revienne au plein fonctionnement et offrir les mêmes services de santé. Et en particulier, en gardant en tête qu'un événement relié au climat peut causer une plus grande demande pour les soins de santé. Et donc, le document auquel j'ai fait référence au départ pour les établissements de santé souligne 4 éléments clés pour les établissements de santé et bâtir la résilience. Donc, la force de travail, les déchets, l'énergie, et la technologie, infrastructure, produits. Et la raison pour laquelle je parle de ça, c'est pour réaliser que WASH, ce n'est pas seulement quelque chose qui est dit en passant, c'est vraiment un grand composant de la résilience des établissements. Et ça, c'est pour ceux d'entre nous qui ne viennent peut-être pas de cet espace. Donc, important pour vous de comprendre qu'il y a un grand espace pour vous à la table. Il y a beaucoup de choses auxquelles vous pouvez contribuer dans cette conversation. Aussi, interagir avec ceux qui regardent d'autres éléments de la résilience et de la durabilité dans les établissements de santé. Donc, le document offre un processus d'intervention. Et si vous avez déjà travaillé dans les établissements de santé, ce processus devrait vous sembler familier. Et en fait, c'est identique à ce qui est dans WashFit. Donc, si vous assemblez, vous formez une équipe, vous établissez une ligne de base avec une évaluation, vous définissez, priorisez les interventions. Ensuite, vous les mettez en œuvre, ces interventions, et enfin, vous faites un suivi et une évaluation des améliorations. Donc, la raison pour laquelle j'en parle, c'est que je réalise que je parle d'un tout nouveau document de directive pour vous, mais j'espère que vous pouvez voir qu'il y a la synergie entre ces éléments. Et quand on parle de WashFit, on va en parler plus tard, vous allez voir qu'ils ont passé beaucoup de temps à intégrer beaucoup de ces éléments. Donc, ça ne vous demande pas d'utiliser de tout nouveaux outils ou de lignes directrices. Le travail a déjà été fait pour vous et je voulais simplement que vous compreniez d'où ça vient. Ce n'est pas seulement des questions aléatoires sur le climat qui ont été intégrées, mais ça vient d'autres documents qui soulignent une plus grande approche à la résilience climatique pour les établissements. Et donc, de l'autre côté, simultanément, on pense au développement au niveau de la résistance au climat. Il y a des documents qui viennent de UNICEF, Global Water, qui parlent du développement de la résilience climatique comme les dangers sur lesquels on doit se pencher et leur impact sur le secteur WASH, en particulier les sécheresses et les interventions qu'on peut faire à ce niveau-là pour répondre aux issues, que ce soit un établissement de santé ou que vous soyez dans la communauté. Ça va être des interventions similaires et le système et les utilisateurs sont différents et c'est ça qu'il faut garder en tête. Mais je pense que c'est utile de voir qu'il y a de la bonne information ici qui est disponible de
d'une perspective WASH d'autres organismes. Et donc, pour remettre tout ça ensemble, si on parle de la résilience des interventions WASH dans les établissements, s'il y a une chose à retenir aujourd'hui, c'est qu'il n'y a pas de taille unique pour la résilience de WASH dans les établissements. Plutôt, vous allez avoir besoin d'un plan adapté avec les risques identifiés selon les vulnérabilités, les dangers qui ont été identifiés. C'est différent pour chaque établissement. Ça peut être quelque chose que vous pouvez vous ajuster dans un district parce ils sont peut-être affectés comme vous par un même danger, mais la taille de l'établissement, le type de services qui sont en place vont être différents. Donc, il faut vraiment avoir un plan adapté qui prend ces éléments en considération. Une fois que les risques ont été identifiés par ce processus de 5 étapes, vous pouvez réfléchir à quelles interventions spécifiques sont appropriées. Et voici une liste d'exemples, et ce n'est pas exhaustif, mais par exemple, la quantité d'eau. Si on sait qu'il y a n'a pas suffisamment d'eau pendant l'année, donc trouver une source alternative est important ou augmenter la capacité de stockage ou connecter la source à une autre source et faire des réparations. Donc, ce sont des types d'interventions que l'on peut faire pour améliorer la résilience de vos services WASH dans vos établissements. Pour l'assainissement, on peut vouloir s'assurer que les établissements ont des toilettes surélevées pour éviter les débordements pendant les inondations ou des toilettes à fosse s'il n'y a pas suffisamment de services pour avoir des installations hygiéniques. Et l'hygiène des mains aussi, c'est affecté par la disponibilité de l'eau. Il y a des changements comportementaux qu'on peut prendre aussi pour promouvoir la réduction de l'utilisation de l'eau lorsqu'on lave les mains. Donc, encore une fois, ce sont tous des exemples, des types de choses que l'on pourrait utiliser et donc un bon endroit où on peut trouver ces types d'interventions et comprendre comment les mettre en œuvre, c'est WashFit 2.0. Vous êtes peut-être familier avec cela. En avril 2022, on a émis une mise à jour en s'assurant d'intégrer le climat en travaillant avec des experts climatiques et aussi en intégrant des directives de 2020 sur les établissements durables au niveau de la résilience. Donc, ici, on voit chacune des activités de WashFit. Comment est-ce qu'on peut regarder ça avec une lentille de résistance au climat et d'autres considérations qui sont nécessaires? Il y a aussi l'outil d'évaluation de WashFit. Vous le connaissez, beaucoup d'entre vous. Il y a des questions qui sont intégrées du document de la résilience de l'OMS qui s'est inclus dans WashFit. Donc, encore là, pas besoin de faire une autre évaluation. Et peut-être vous pouvez regarder les autres documents pour mieux comprendre ce qu'il y a là-dedans, mais il y a beaucoup d'intégration qui se passe déjà. Il y a aussi des modules de formation sur la résilience climatique dans WASH et les établissements. Donc, pour former les gens à utiliser ces outils et utile aussi pour former le personnel sur ce qui est les activités. Donc, télécharger WashFit 2.0, la fiche technique et le module et pour des ressources qui vont vous guider dans le processus. Et enfin, alors qu'on parle beaucoup des interventions, on ne veut pas négliger les politiques, les directives et les systèmes de suivi. Parfois, la résistance climatique, c'est un mot populaire, mais il n'y a pas beaucoup de viande après ça, de substances. Donc, quand on pense à la résilience WASH dans les établissements, il faut évaluer nos politiques, nos directives pour s'assurer que la résilience climatique est vraiment intégrée de façon substantive et s'assurer qu'il y a des recommandations claires sur ce que ça a dans certains pays, dans chaque pays. Et en définitive, c'est vraiment un plan personnalisé. Cependant, un certain système de suivi, on veut les bâtir de façon plus robuste. Je sais que c'est un élément difficile, on ne va pas trop en parler aujourd'hui, mais c'est quelque chose que la communauté devrait discuter. Mais donc, je vais laisser ça à Serre et donner la parole à Joanne. Ensuite, ça nous donnera de la place pour parler de comment, pour comprendre les différents outils, les ressources qui sont utiles, qui sont à notre disposition. Fantastique, c'est une bonne introduction, très informatif, nous démontrer les différentes approches, les outils
et maintenant même des exemples de politiques et de directives qui sont disponibles. Donc, merci beaucoup pour cela. Et avant de passer à notre prochain conférencier, on voudrait voir ici un petit sondage, quelques questions. Donc, si vous pouvez juste lancer le sondage. Oui, est-ce que les gens peuvent voir le sondage? Oui, j'espère. Donc, est-ce que vous êtes au courant de politiques ou de directives qui portent sur la résistance climatique WASH dans les établissements là où vous êtes? Donnez-nous une réponse. Est-ce que vous vous engagez dans les efforts de climato-résistance WASH dans les établissements? Et est-ce que vous avez une programmation ou en fait, comment mieux mettre en œuvre la programmation climato-résistante? Donc, on va prendre encore 20 ou 30 secondes pour répondre à ces questions. Parfait. Maintenant, je vais vous donner 10 secondes encore. On a besoin d'un petit décompte. Dou, 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 dou. OK, allons-y. Et vont mettre fin au sondage. Je vais partager les résultats. Je pense que c'est moitié-moitié. 50 d'entre vous êtes sensibilisés aux directives, aux politiques dans vos pays et l'autre moitié ne l'est pas. Donc, on peut réfléchir à cela après l'appel et aller voir aussi si ces directives politiques existent. Et beaucoup d'entre vous s'engagent déjà dans les efforts ou prévoient s'engager dans des efforts, peut-être, je dirais 90 qui ont une pleine mise en œuvre ou qui prévoient de faire une mise en œuvre dans les prochaines années. Et quelques-uns d'entre nous n'avaient pas de plan pour la programmation climato-résistante et peut-être qu'on pourra vous faire changer d'idée au cours de la prochaine année. Et enfin, c'est bien d'entendre ça, c'est que le soutien qui est nécessaire pour mieux mettre en œuvre la programmation climato-résistante, ça varie beaucoup. Donc, politique et directive, c'est la première demande et aussi le soutien technique, ressources financières, indicateurs de suivi et études de cas et exemples. Je suis désolée, on dirait que je pense que c'était, ça paraissait à choix multiple. Je pense que vous aviez besoin d'autres éléments, mais j'ai pensé que c'était les éléments principaux. Donc, Joanne, je te redonne la parole. Merci. Merci à tous ceux qui ont fait des commentaires dans le sondage. Et si vous voulez, vous pouvez utiliser le chat également pour faire d'autres commentaires ou pour continuer à répondre si vous n'avez pas eu la chance de le faire avant la fermeture du sondage. On aimerait entendre vos commentaires. Donc, merci à ceux qui ont eu le temps de le finir. Et maintenant, on va faire une transition. Notre première conférencière qui est avec nous, Alay Israel Hund, qui est une architecte du district de Coban au Guatemala, qui va nous parler de ce qui se passe au niveau du district pour la résistance climatique dans les établissements. Et donc, je vous donne la parole. Allez-y. Gracias, muy buenos días a todos. Gracias por permitirme estar en este espacio. Pues desde una perspectiva
En relación a la resiliencia, ¿verdad? En mi país, en Guatemala, pues sí es un poco complejo, debido a que pues, tenemos una extensa, el distrito que me toca cubrir es extenso, ¿verdad? Con una red extensa de establecimientos de salud. Aunque está en las políticas, pues sí es un poco difícil poder responder ante un evento. En este caso, pues los que más nos afectan a nosotros son tormentas tropicales, ¿verdad? Estas tormentas, pues, provocan lluvias intensas, inundaciones, se desbordan los ríos, deslizamientos, se ocasionan también vientos fuertes y en algunas ocasiones pues también tenemos que ver con incendios forestales. El inconveniente que tenemos que tenemos pues un presupuesto limitado, ¿verdad? Y ante una extensa red de establecimientos de salud es Que malheureusement, complicado. nous avons des budgets limités et avec le réseau large d'établissements de santé, il est très difficile d'avoir une réponse immédiate. Donc, il y a donc l'ouragan qui a touché le Guatemala récemment. C'était un orage dans un premier temps et l'un des États les plus touchés au Guatemala, c'était le nôtre. Il y a 3 municipalités qui ont été fortement touchées par les inondations et plusieurs des centres de santé ont été complètement euh, euh, en- en- endommagés. Donc, dans la mesure du possible, nous avons bénéficié de l'aide de différentes parties prenantes. Et il y a aussi une réponse humanitaire de la part de l'UNICEF. Et grâce à eux, nous avons pu mettre en œuvre des projets de reprise pour remplacer les centres de santé qui ont été endommagés. Mais la réponse a été limitée à cause du manque de ressources. Je ne sais pas s'il y a quelqu'un qui a des questions, des ressources ou des commentaires sur ce que je viens de partager avec vous. Oui, merci beaucoup. Y a-t-il quelqu'un qui a des questions? Nous avons assez de temps pour une question. Si vous voulez bien l'écrire dans le chat ou bien lever la main. Bon, je ne vois rien dans le chat pour l'instant. D'accord, donc merci beaucoup. Alan Israël Lahoun du Guatemala, merci d'avoir partagé votre perspective. Donc, restez avec nous, s'il vous plaît. Donc, ou peut-être si vous avez d'autres aperçus à partager avec nous, nous allons pouvoir en bénéficier plus tard. Est-ce que nous avons une question? Oui, nous avons une question. Peut-être l'architecte Alan aimerait bien y répondre. Quelles sont les solutions que vous avez mises en œuvre en matière de résilience climatique au Guatemala? Eh bien, il existe des politiques, mais grosso modo, il s'agit d'identifier les risques et essayer d'identifier de nouveaux lieux qui sont moins exposés aux risques climatiques, mais étant donné la situation géographique du pays, c'est difficile. La topographie de mon pays est très accidentée. Donc, il est compliqué d'éliminer les zones à risque. La plupart de ces zones sont très peuplées et il reste très peu d'espace pour établir de nouveaux ou de nouvelles constructions. Donc, il est très difficile de trouver un nouvel endroit où construire et il y a toujours des risques que l'on évalue et on s'efforce à garantir des constructions adéquates et qui met en œuvre des mesures appropriées. Merci encore. Nous sommes très reconnaissants de votre perspective sur le sujet. Et donc, pour rester dans les délais, nous allons donc maintenant passer aux prochains intervenants et nous vous remercions de votre participation. Merci à vous. C'était un plaisir. Merci. Donc maintenant, nous allons parler
donc une présentation d'une des études de cas de AMREF Health Africa. Donc, Comfort Hajra Mukasa va parler de ce qui est fait dans le cadre des efforts d'AMREF en Ouganda. Donc, vous avez la parole, Comfort. Donc, bonjour tout le monde. Pito Kwanya, Hélène, je vous salue. Nous sommes des amis de longue date. Donc, pour économiser du temps, je vais peut-être sauter les premières diapos. Nous allons passer à la diapo numéro 25. Donc, je m'appelle donc Comfort Hajra et donc je représente donc AMREF Santé Afrique. Et donc, je gère la réponse aux maladies tropicales et l'eau, l'assainissement et l'hygiène. Donc, AMRAF donc, a intégré l'approche WASH dans les centres de santé pour soutenir les services de santé qui soutiennent les femmes et les jeunes. Donc, il y a donc plusieurs directives qui ont été publiées. Par exemple, les directives WASH Fit, l'outil d'amélioration en matière de WASH dans les établissements de santé. Donc, nous avons réuni plusieurs parties prenantes en Ouganda à cause des différents enjeux historiques, et surtout au nord. C'est une région qui a été aux prises avec plusieurs problèmes d'insurgence depuis environ 20 ans. Donc, au fur et à mesure que nous améliorons les conditions en matière de WASH, il ne faut pas oublier les établissements de soins de santé. Il ne faut pas laisser des communautés pour compte parce que sinon, les gens vont se faire concurrence et il ne va pas y avoir de responsabilité partagée. Donc, notre objectif, c'est donc d'avoir des points de partage d'informations, par exemple des écoles, et permettre aux communautés de gérer leurs propres ressources en matière d'eau. Donc, nous avons eu des réussites dans plusieurs districts de santé. Donc, il y a un district qui s'appelle, par exemple, Padé, par contre, où il y a eu un heurt. Il y a eu des problèmes logistiques, surtout, par exemple, des puits épuisés. Donc, les points d'eau sont situés très loin et donc les gens du district, des comités, les aînés ont été réunis pour identifier les problèmes. Prochaine diapo. Je vais arrêter la vidéo. Alors, donc, nous avons eu ces discussions et nous avons effectué des analyses et nous avons identifié les causes de base, donc, une chose que nous savons, c'est que pour ces personnes, le changement climatique, ce n'est pas quelque chose qui est vraiment bien compris, mais ce qu'ils comprennent, c'est qu'il y a des puits qui s'épuisent. Donc, nous avons entamé des conversations avec les établissements de santé et nous avons identifié certains risques. Et un des risques clés, c'est l'épuisement même des puits profonds. Et nous avons identifié, par exemple, des différents problèmes concernant les maladies, par exemple, le trachome, qui est un problème grave en Ouganda. Il y a aussi les inondations imprévues. Et vous savez, donc, il y a un agent qui est décédé et vous savez, lorsqu'il y a ces inondations, il y a parfois les toilettes à l'extérieur qui sont détruites. Donc, nous avons travaillé avec les communautés pour résoudre ce problème. Donc, pour la communauté, ce qui les intéresse, c'était résoudre le problème de l'eau. Mais résoudre ce problème, cela nécessite une réponse à la question du changement climatique. Donc, les donateurs on lui a demandé aux donateurs de fournir donc un rallongement du période du budget pour trouver une solution. Donc, il faut beaucoup de temps en fait pour trouver des solutions une réponse au changement climatique. Donc, il faut avoir assez de temps pour s'adapter au changement climatique et il faut que les donateurs comprennent que nous avons besoin de budgets souples afin d'allouer les fonds au moment voulu.
Et ce qui est urgent pour l'instant, c'est l'atténuation. Donc, nous avons besoin de souplesse de la part des donateurs dans l'attribution des budgets. Prochaine diapo. Donc, la communauté a étudié donc, plusieurs aspects. Donc, ce que nous avons fait, c'est que nous avons identifié des solutions. Donc, il y avait donc un marais qui était une source non seulement d'eau, mais aussi qui était impliquée dans la pisciculture. Et donc, nous avons donc eu une réunion pour parler de la protection du marais. Et ensuite, une fois avoir rétabli le marais, nous avons parlé donc des techniques résilientes d'agriculture. Et nous avons parlé aussi de la construction de digues et aussi de terrassement des jardins. Et nous avons aussi créé des communautés communes de gestion des eaux. Et nous avons aussi fait des efforts de plaidoyer, par exemple, construire des ponts. Nous n'avions pas de fonds pour les ponts. Et donc, nous avons compris que si nous pouvions impliquer les différentes parties prenantes de la communauté dès le départ, nous pourrions bénéficier de plusieurs contributions, par exemple, les tracteurs. Et vous savez, ce qui est insupportable, c'est d'avoir des cas, par exemple, où il y a des malades qui vont au centre de santé et il n'y a pas d'eau. Donc, prochaine diapo. Donc, nous avons obtenu des résultats. Donc, nous avons géré les eaux, nous avons construit les digues et le district nous a aidé à créer un pont pour créer un lien entre les deux côtés du marais. Et il y avait aussi des puits profonds qui étaient épuisés. Et nous avons constaté que ces puits ont été remplis après 3 saisons pluvieuses. Et nous avons donc pu rétablir les différentes populations de poissons et aussi garantir la fourniture d'eau aux différents établissements de santé. Et l'AMREP a pu pomper de l'eau aux différentes communautés voisinantes grâce à l'énergie solaire. Et nous avons tous compris l'importance de conserver les marais parce que nous savons que c'est la source de l'eau. Et ils comprennent vraiment l'importance de cela parce qu'ils ont déjà perdu l'eau. Donc, nous avons trouvé d'autres solutions, par exemple des toilettes très simples, mais efficaces. Prochaine diapo. Alors, ce que nous souhaitons faire, c'est augmenter cela à l'échelle pour l'appliquer dans d'autres domaines. Et nous voulons aussi renforcer les capacités du personnel local du gouvernement. Et maintenant, nous sommes en train d'adapter les programmes de réponse au changement climatique. Et donc, nous étudions la reprise, l'atténuation. Nous voulons intégrer la réponse au changement climatique dans toutes nos interventions. Et c'est ce dont nous faisons la promotion dans tous nos établissements. Et nous voulons aussi faire la promotion dans les réponses de base, mais efficaces, donc pour ne pas avoir de laisser pour compte. Et maintenant, nous avons aussi des points centralisés de fourniture d'eau. Nous avons un besoin critique, c'est qu'il faut planter des arbres autour de cette zone pour pouvoir protéger l'eau. Et nous voulons aussi avoir une programmation sensible en matière de changement climatique. Et nous avons un objectif stratégique dans notre stratégie mondiale. Donc, si vous allez à notre site Internet, si vous cliquez sur stratégie globale, vous allez voir que la sensibilité
au changement climatique à certains aspects clés. Donc, nous travaillons donc avec les gouvernements locaux et nous devons nous concentrer sur la planification des systèmes à la différence des planifications centrées sur un seul point. Donc, tout à chacun a son propre plan, sans participer avec les autres, il y a un problème de communication et de coordination. Donc, nous savons qu'on a besoin de plus de financement. Donc, si vous avez visité ces zones PADER et Agogo, vous allez comprendre que il y a un terrain très rocheux et donc, il faut donc trouver des solutions appropriées, mais il faut aussi être en mesure d'approprier, trouver des solutions appropriées d'intégration pour garantir l'accès à l'eau. Et vous savez, l'eau sans assainissement dans un contexte de changement climatique créer une situation qui s'empire. Donc, ce que nous sommes en train de faire, c'est de réviser notre réponse en matière d'assainissement pour trouver des subventions collectives pour aider tout le monde à créer une meilleure structure, une meilleure infrastructure et une meilleure réponse. Et enfin, prochaine Et diapo. enfin, prochaine diapo, enfin, on veut que nos recommandations, c'est que c'est très important de faire participer ceux qui sont à l'avant-plan, et ce sont les femmes dans la programmation pour qu'elles apportent leurs solutions. Elles sont la fondation pour de nouvelles solutions. Sinon, on veut mettre en œuvre ces solutions, ce sont les femmes, et donc il faut qu'elles participent, comme les jeunes aussi, 70 de la population. Il faut faire des interventions qui sont attractives aux jeunes en numérisant. Et les personnes âgées aussi, mais 70 de la population, il faut que ces choses fassent du sens pour eux. Et donc ensuite, ça prend une réflexion holistique au niveau des systèmes. Il faut avoir, sinon on va perdre beaucoup de temps et de ressources si on n'a pas cet aspect holistique pour l'intégration significative. Donc, merci beaucoup. Merci beaucoup, Comfort. C'était une très bonne présentation. Je vois dans la chat qu'il y a beaucoup de commentaires et de questions. Donc, on va attendre encore quelques minutes parce qu'on voudrait passer à notre deuxième étude de cas. Et je voulais aussi dire que j'apprécie vraiment que vous passiez étape par étape dans votre processus sur le terrain et la résilience ici qui est venue de la communauté avec des solutions qui provenaient de là et travailler ensemble. C'était vraiment très bien d'entendre ces commentaires. Toutes les différentes façons dont vous avez passé à travers les différents défis, c'est différent de ce qu'on a entendu de Alan, notre architecte, qui parle du développement ici. Donc, je pense que c'est une très belle façon de réunir tous les éléments différents et uniques quand on parle de la résistance climatique. Donc, merci pour votre très bonne présentation, Comfort. Maintenant, on va donner la parole à notre deuxième étude de cas, juste avant de passer aux questions-réponses. Donc, si vous avez d'autres questions portant sur quoi que ce soit qu'on a discuté, mettez-les dans le chat parce que tout de suite après cette prochaine présentation, on va passer aux questions et j'aimerais introduire pour la prochaine séance Prakash Bohara du Népal qui va nous parler encore une fois de son travail et sa perspective. Je vous donne la parole. Donc, merci beaucoup. Donc, pour ma présentation, essentiellement, je vais partager un peu l'expérience népalaise, comment nous battons la résilience climatique dans WASH pour les établissements de santé. Donc, prochaine diapo. D'accord. Donc, essentiellement, on commence avec un peu parler de WashFit. Au Népal, on a adopté depuis WashFit depuis 2018 et on est dans le processus le pays veut aligner WashFit avec WashFit 2 et Terre des Hommes est un peu l'organisation qui dirige les efforts de WashFit au Népal. Donc, nos interventions sont guidées par WashFit. Vous pouvez voir certaines des photos ici et des résultats de cette évaluation WashFit et le rapport et le plan. Et sur la prochaine diapo, là où on travaille, vous pouvez voir le cercle rouge. C'est l'un des
des domaines de Népal sujets à des inondations. Donc, cette zone, encore une fois, est très sujette aux inondations. Et donc, sur ma prochaine diapo, je vais vous parler de comment on fait face à ces inondations pour améliorer WASH dans nos installations. Donc, Lindsay a déjà souligné ceci. Je ne vais pas aller dans les détails, mais juste quel est l'impact du climat et les inondations sur les établissements de santé et WASH. Donc, j'ai souligné 3 ou 4 points ici, essentiellement perturbation de l'infrastructure de traitement de l'eau, sédimentation, contamination, pathogènes, maladies. Donc, encore une fois, je n'irai pas en détail. Donc, prochaine diapo. Donc, ici, je vais partager certains des efforts que nous faisons pour faire face à la climato-résilience de WASH dans les établissements de santé, gardant en tête les inondations dans les districts. Dans les prochaines diapos, je vais partager certaines interventions qui ont été adoptées dans le cadre du projet et les apprentissages aussi. Donc, prochaine diapo. Donc, ici, c'est le système de traitement dans l'installation d'établissements de santé. On a installé un système de traitement au premier étage de l'établissement et on peut voir à gauche qu'on a un robinet surélevé pour que l'établissement puisse collecter l'eau de là. En cas d'inondation, il faut quand même avoir accès pour l'établissement et les patients, donc avoir accès de l'eau sécuritaire. Prochaine diapo. Et ici, c'est également une installation semblable avec ce système de traitement d'eau qui est connecté à l'établissement de santé. Donc, ce sont certaines des interventions qui ont été faites pour faire face aux problèmes d'inondation en s'assurant que l'établissement de santé ait accès à de l'eau sécuritaire et les services connexes. Prochaine diapo. Donc, ici, ce sont des exemples. C'est quelque chose qu'on a mis en place avec un calendrier pour vider les fosses septiques. Et donc, ça a été mai à septembre, disons, au Népal, quand il y a beaucoup de risques d'inondation. Donc, on a un calendrier et on a travaillé avec l'établissement de santé pour s'assurer que les fosses septiques soient vidées pendant cette période. Et la construction aussi de toilettes dans les établissements de santé. Elles sont soulevées, ces toilettes, dans l'établissement de santé. Et on a identifié les endroits où il y a moins de risques d'inondation. Et la troisième chose, c'est la distance entre la toilette et la source d'eau. Donc, on a fait des interventions à ce niveau-là, avec aussi le nettoyage régulier des toilettes, qui est très important dans ces situations. Ici, ce sont d'autres interventions qui utilisent la technologie. On peut voir ici les interventions dans les établissements de santé du Népal. Le brûlage ouvert, c'est très répandu et pendant les inondations, vous pouvez bien imaginer que ça peut affecter tout l'établissement de santé. Et donc, ce sont des interventions que l'on a, qu'on supporte en fait avec le gouvernement local pour améliorer
ces infrastructures et avoir ces infrastructures. Il y a un minimum donc d'effets donc des inondations grâce à cela. Prochaine diapo. D'accord. Donc, comme j'ai mentionné plus tôt, l'inondation, c'est le plus grand danger dans nos emplacements et c'est un défi au Népal. Un autre défi, en fait, c'est qu'il n'y a pas d'instruments directeurs. Et donc, on a des documents mondiaux de certaines et certaines agences les utilisent, mais on n'a pas des directives en contexte donc qui répondent aux besoins du pays, comme le système d'eau. Donc, c'est quelque chose qui nous manque et il y en a un, en fait, qui est axé sur le développement, mais c'est relié au système d'approvisionnement en eau. Mais donc, nous n'avons pas cela à l'échelle du pays. Donc, on pense que c'est un des défis, c'est d'avoir d'autres instruments pour nous guider. Et aussi, il faut éduquer notre force de travail qui est non éduquée. On voit ce défi un peu partout. Donc, c'est quelque chose sur lequel on doit s'axer. Et aussi, Népal, c'est dans le système fédéral. Et donc, ce qu'on veut pour le pays, en fait, c'est qu'on a un gouvernement local qui est très loin. Et donc, on n'a pas d'unité WASH dans le gouvernement local qui est dédié pour s'occuper des établissements de santé et WASH dans ces contextes. Donc, c'est aussi un autre défi auquel on fait face. Le manque de concentration du gouvernement local et aussi le coût élevé des installations électriques ou d'alimentation. Ça peut être très difficile pour les établissements primaires, entre autres. Et c'est quelque chose qui ça a été couvert par le présentateur précédent. Ce n'est pas fortement intégré dans les programmations existantes des gouvernements locaux. Donc, un autre défi que l'on a. Prochaine diapo. Donc, il y a des opportunités au Népal. Comme j'ai mentionné, on est en train d'adopter WashFit 2 pour avoir une meilleure résilience climatique grâce à WashFit 2. Et donc, on travaille avec le ministère et d'autres agences. Donc, c'est une opportunité pour le pays. La deuxième chose, c'est le développement d'une politique d'opération et de maintenance. Et on est d'accord que les installations d'hygiène, etc., doivent avoir des perturbations minimales pour aider WASH. Donc, je pense que si on a ces politiques en place, ça pourrait nous aider à maintenir les installations WASH. Et pendant les inondations, on aura des perturbations minimales des services WASH. Et heureusement, on a cette politique modèle. Ici, c'est un Népalais pour une des municipalités. Ici, comme exemple. Et donc, c'est un modèle ici qui peut être répliqué dans d'autres municipalités du Népal. Cette politique modèle, en fait, pour la distribuer à plus d'intéressés. Donc, on prévoit partager ce document avec l'aide des gouvernements pour répéter ça dans d'autres municipalités. Et nous travaillons également avec les municipalités, avec la surveillance des opérations de maintenant et de la maintenance. On fait un suivi aussi des coûts
sont nécessaires pour les opérations et la maintenance de WASH. Donc, ce qui va aider le gouvernement à alloguer les ressources nécessaires. Et enfin, l'investissement de la part des gouvernements locaux pour fournir davantage de ressources. Donc, donc nous impliquons donc les représentants gouvernementaux au Népal qui, donc, bien sûr, ont des ressources à fournir, y compris des infrastructures qui sont à l'épreuve du changement climatique. Prochaine diapo. Donc, voici quelques recommandations sur la base des apprentissages. Donc, nous avons donc quelques politiques de soutien et des directives qui vont nous aider à intégrer davantage de résilience climatique dans l'infrastructure et les différentes ressources. Et donc, nous avons souhaité donc développer et maintenir des infrastructures résilientes en matière de WASH. Et donc, il faut donc davantage de ces ressources. Ça va nous mieux permettre de répondre. Et il faudra avoir aussi un suivi régulier de la résilience climatique dans la programmation sanitaire et enfin construire des installations donc d'établissements de santé et des dispositifs WASH à l'épreuve du climat. Merci beaucoup, Kashbara, donc de Terre des Hommes. Donc, c'est un autre point de vue, une approche différente concernant la résilience climatique. Vous intégrez cela dans les établissements de santé et vous avez tiré plusieurs enseignements. Et maintenant, nous aimerions avoir une séance de questions et de réponses. Je sais qu'il y a eu beaucoup de questions qui ont été posées dans le chat. Alors, Comfort a répondu à certaines questions, mais il y a des questions que j'aimerais proposer à Prakash qu'il répond à cette question concernant le cadre temporel. Donc, dans la présentation de Prakash, il y a eu un commentaire. On a dit qu'il faut davantage de temps pour que ces programmes de réponse au changement climatique soient mis en œuvre de manière appropriée. Alors, Vashni Atang a demandé, que suggérez-vous si, par exemple, nous mettions en œuvre un programme d'1 an de mise à jour des établissements pour intégrer les dispositifs WASH. Alors, j'aimerais savoir si Prakash a des réflexions. Si, par exemple, vous avez une situation où le donateur a imposé une limite d'1 an, quels sont les résultats que l'on pourrait obtenir rapidement ou plus facilement? Et Prakash, quels sont vos points de vue concernant le besoin d'avoir plus de temps? Oui, c'est une très bonne question. Le plus important pour moi, c'est notre document donc d'orientation. Alors, vous savez, si vous mettez en œuvre WashFit, je pense que 90% du travail est déjà mis en œuvre. Et si vous suivez donc, ce type de document d'orientation pour WashFit, il existe d'autres documents d'orientation aussi. Alors, je pense qu'un délai d'1 an, c'est un délai suffisant pour rendre les infrastructures résilientes sur le plan climatique. Mais donc, il y a un document d'orientation donc pour la mise en œuvre donc, de WashFit et je pense que c'est suffisant. Merci beaucoup, Prakash. Comfort, est-ce que vous voudriez commenter? Oui, merci beaucoup. Donc, dans notre cas, nous avons étudié l'atténuation. Atténuer les impacts du changement climatique. Alors, il faut plusieurs années pour vraiment identifier tous les risques du changement climatique. Il est impossible en l'espace d'1 an de créer des mesures d'atténuation et les suivre pour mesurer leur impact. Donc, si vous avez de la souplesse en matière de planification de votre budgétisation, il est très important donc, de tenir compte des besoins en matière d'infrastructure. Et ensuite, il faut travailler sur les logiciels et sensibiliser le public pour identifier les risques du changement climatique et l'impact que cela peut avoir. Et
Vous savez, normalement, les risques que nous identifions, bon, c'est que le donateur va vous proposer de l'argent et un programme d'atténuation et d'adaptation en l'espace d'un an. Mais s'il s'agit de logiciels, mettre cela en œuvre, la sensibilisation et mettre en place les infrastructures et ensuite garantir le suivi et l'évaluation, alors combien de temps est-ce que cela prend? Combien de temps la communauté a-t-elle eu besoin pour la mise en œuvre? Vous savez, parce que certaines de ces choses nécessitent des changements de comportement. Alors, un vrai changement de comportement en l'espace d'un an, ce serait un miracle. Donc, vous savez, en tout cas pour nous, un an n'a pas été suffisant. C'est pour ça que nous avons demandé une rallonge du délai pour le budget. Merci beaucoup et merci de nous avoir signalé que vous avez demandé d'avoir cette rallonge du délai et que votre donateur donc, a coopéré avec vous. Donc, il y a d'autres questions qui ont été posées. Carrie Ripke a une question pour Prakash. Pourriez-vous nous parler davantage de la partage de O et M? Vous savez, au Népal, donc, il y a une corporation qui a été donc fondée pour mieux encadrer ces initiatives. Donc, il y a aussi le volet plaidoyer. Donc, nous avons fait du plaidoyer avec le gouvernement locaux et donc, et nous avons donc identifié les besoins des centres de santé communautaires. Alors, ce qu'il faut comprendre, c'est qu'un effort de plaidoyer unique ne va pas suffire. Il faut avoir plusieurs efforts pour convaincre les gouvernements locaux et les élus locaux. Donc nous avons donc eu plusieurs réunions, des discussions et des présentations avec ces représentants. Nous avons parlé des différentes études de cas et ils ont une politique de mise en œuvre pour les établissements en matière de WASH et ils ont été d'accord pour fournir des ressources pour certains établissements de santé. Et une fois que ces ressources ont été fournies, les municipalités ont été aussi sensibilisées. Donc, ces ressources qui ont été allouées aux établissements de santé et aussi des fonds municipaux pour soutenir les infrastructures qui intègrent des ressources à l'épreuve du changement climatique. Donc, le plaidoyer est très important. Le plaidoyer auprès des représentants locaux est essentiel et il faut être en mesure de présenter les différentes étapes de la mise en œuvre des infrastructures en WASH. Donc, cela va vous permettre d'allouer ce type de ressources auprès des gouvernements locaux. Merci beaucoup pour cette contribution, Prakash. Maintenant, nous allons passer à une question qui est un peu liée à ce que vous avez mentionné concernant la planification des systèmes au niveau gouvernemental. Une question. Comment est-ce que les systèmes à l'échelle des districts peuvent-ils renforcer l'obtention de soutien de toutes les parties prenantes? Alors, je sais que Comfort a déjà donc, donné donc, un commentaire à l'écrit. Je ne sais pas si Prakash veut aussi dire quelque chose davantage. Il s'agit donc des approches qui renforcent les systèmes. Oui, merci beaucoup. Donc, comme je l'ai écrit, donc, nous nous intéressons au renforcement des systèmes. C'est surtout pour garantir que tout le monde
est sur la même longueur d'onde. Et ainsi, lorsqu'il y a des problèmes qui surgissent, on sait comment réagir. Alors, par exemple, à PADER, lors de la mise en œuvre, il y a des forums qui garantissent la participation de toutes les parties prenantes et qui renforcent les capacités de la même manière. Et ensuite, il y a des projets, il y a le suivi, l'intégration des différents projets. Alors, cela nous aide beaucoup pour garantir que tout le monde est sur la même longueur d'onde. Et cela nous aide beaucoup pour tirer parti des ressources, pour ne pas avoir de fuite, pas avoir de perte de ressources. Alors, il y a des structures qui ont été donc définies et ensuite, on a pu améliorer la planification grâce au renforcement des systèmes et ensuite, on a mieux aligné les ressources et enfin, il y a eu une meilleure redevabilité. Et en ce qui concerne les différents blocs, au départ, on ne s'est pas dit qu'on allait se concentrer sur un bloc particulier. On a fait le travail tout simplement, mais finalement, on a compris que la gouvernance et le leadership, c'est un volet vraiment très important parce que cela nous a beaucoup aidé. Et, et puis, pas seulement les- la direction supérieure, mais aussi au niveau local. Cela nous a beaucoup aidé. Mais merci beaucoup, Comfort. Alors, est-ce que Prakash voulait-il il a été déconnecté, il y a des problèmes d'électricité. Alors, Comfort, il y a une autre question qui a été posée et je me suis intéressé par votre réponse. Alors, c'est la solution EcoSan et dans l'option d'assainissement. Alors, la question, c'est depuis combien de temps mettez-vous en œuvre EcoSan dans les établissements de santé et avez-vous des aperçus concernant la documentation de soutien pour les patients et les fournisseurs de soins qui peut-être ne connaissent pas très bien le système EcoSan? Quelles sont vos expériences en la matière? Oui, merci beaucoup. Tout d'abord, la raison pour laquelle nous avons choisi EcoSan dans certains établissements de santé, c'était que si nous voulons avoir des, des solutions faisables, vous savez, il n'y avait pas vraiment de terrain disponible pour éliminer ces déchets. Donc, nous avons choisi de ne pas avoir un EcoSan de séparation des urines, mais on a décidé d'avoir un système combiné où tous les déchets sont réunis. Et donc, ce n'est pas très compliqué sur le plan technique, mais que le matériau qu'on utilise pour couvrir cela, c'est des cendres. Et cela a été très facile pour nous à utiliser. On avait des questions concernant l'utilisation des cendres sur les boues fécales, mais nous avons compris que c'était une solution sûre. Et donc c'est la solution qu'on emploie parce que c'est abordable et c'est facile à apprendre. Et puis, après, donc, on recouvre avec les cendres. Et puis après un certain délai, on peut éliminer cela de manière sûre. Ce sont des boues recouvertes de cendres qui peuvent être donc vidées. Donc, merci de votre réponse à cette question. Donc, voilà, on est très conscient du temps qui passe. Donc, Comfort, vous avez déjà
répondu à plusieurs questions. Je sais qu'il y a d'autres questions à l'écrit, mais nous voudrions passer à la prochaine étape maintenant pour que Steve Sarah puisse répondre ou intervenir. Donc, il représente Save the Children. Donc, nous aimerions remercier les différents intervenants pour cacher Comfort. Et maintenant, Steve va nous parler d'une nouvelle proposition du Fonds pour le climat, donc avec la collaboration de Save the Children. Donc, vous allez nous donner donc un aperçu général et puis après, il y aura des questions-réponses. À vous, Steve. Alors, merci beaucoup. Comme ça a été mentionné, je suis Steve Sarah. Je suis conseiller chez Save the Children pour WASH et directeur proposé pour un effort Save the Children pour concevoir un projet de renforcement de WASH climato-résilient au Laos. Et ce projet, donc, doit être fondé par le Fonds vert pour le climat. Donc, je vais donner un cours rapide sur ce fonds. Donc, même si vous n'êtes pas intéressé à faire une demande, vous êtes quand même admissible, mais vous pouvez comprendre ce que fait le fonds dans certains pays à travers le monde. Et je vais aussi regarder un peu ce qui se passe pour les établissements de santé dans notre proposition. Donc, pour la prochaine diapo, rapidement, le fonds vert pour le climat a deux rôles uniques pour ces entités. Donc, la première, c'est une entité accréditée qui sont des partenaires préqualifiés qui sont capables de faire une demande pour le fonds, pour accéder à des fonds et diriger des projets et les mettre en œuvre et les concevoir. Donc, ce sont les partenaires principaux. Et il y a aussi des autorités nationales désignées qui sont des ministères gouvernementaux ou institutions qui servent d'interface entre le gouvernement du pays et le fonds. Et donc, le NDA, c'est l'autorité pour les activités du fonds dans le pays. Donc, c'est comme le ministère de l'Environnement, des Ressources humaines ou un ministère semblable dans chaque pays. Dans certains cas, le ministère NDA d'un pays peut aussi être une entité accréditée qui pourrait accéder au fonds directement sans devoir passer par d'autres partenaires pour mettre en œuvre les projets. Donc, ça dépend du pays et si le NDA est accrédité également. Est-ce qu'on peut passer à la diapo? Et donc, le fonds a deux grands domaines de programmation, des activités d'atténuation pour réduire les émissions de gaz à effet de serre à travers le monde et pour améliorer la capacité des puits de carbone. Et l'autre type, c'est de l'adaptation, activités d'adaptation pour améliorer la résilience aux impacts que l'on voit déjà causés par les changements climatiques. Et ces activités d'adaptation, ce sont celles-là sur lesquelles je vais insister, qui sont financées par le fonds qu'on voit ici. Et une chose intéressante, c'est que le fonds a beaucoup de projets, écosystèmes, infrastructures résilientes, sécurité alimentaire, etc. Ils n'ont rien financé dans la santé pour l'instant. Donc, si ce projet est fondé cette année, ça va être probablement la première fois que c'est un projet financé par le Fonds vert au niveau de la santé. Et le fonds, donc, vous permet de faire des demandes à différents niveaux. Donc, vous pouvez faire des demandes pour des projets de moins de 25 ou moins de 15 millions, et ça va même plus petit. Et chaque partenaire accrédité ou entité est accrédité avec un seuil. Donc, pour Save the Children, on ne peut pas faire une demande pour plus de 15 millions de dollars par projet. Donc, ces niveaux d'accréditation viennent avec d'autres dispositions. Par exemple, on n'a pas le droit, sous notre accréditation, de faire des grands travaux d'infrastructure. C'est seulement des petites infrastructures et réadaptations. Et donc,
Vous pouvez aller au site web de GCF, c'est pour donc le fonds vert. Vous pouvez voir les propositions de chaque personne. C'est très ouvert, le contenu de ces propositions, beaucoup de détails sur le projet, les projets qui sont financés à travers le monde par le fonds. Vous pouvez passer à la prochaine diapo. Il y a aussi un accent intensif sur le financement des programmes dans les petites îles sous-développées, en particulier pour l'adaptation. Et donc, notre proposition, c'est une plus petite proposition financée qui est un processus d'approbation simplifié qui a un seuil de 25 millions de dollars et on peut avoir du cofinancement d'autres donateurs pour élever ce chiffre. Donc, on a trouvé comme 3 millions de cofinancement. Et donc, notre programme va être 28 millions de dollars avec une mise en œuvre sur 5 ans et 25 districts qui sont vraiment affectés par le changement climatique au Laos. Et on travaille directement avec une centaine d'établissements de santé. La plupart reçoivent aussi du travail d'infrastructure et 250 communautés avec lesquelles on travaille dans le cadre du programme. Et on s'attend à commencer ce programme au début de l'an prochain, 2024. Et je voulais aussi mentionner que quand on conçoit un projet pour le Fonds vert pour le climat, surtout les programmes simplifiés. L'objectif est de préparer les choses en vue de l'échelle, d'une grande échelle. Donc, si on commence avec un processus simplifié, il y a une compréhension qu'il va y avoir une fenêtre pour demander plus d'argent pour échelonner le projet au point de vue national après la mise en œuvre initiale. Et la conception de ces propositions peut s'échelonner sur plusieurs années à cause du processus du fonds. Et donc, typiquement, un calendrier pour la conception de ce programme est de 3 ans avant de recevoir l'argent. Prochaine diapo. Donc, pour notre programme au Laos, nous sommes le partenaire principal avec le ministère de la Santé, les ressources naturelles. Ce ministre est l'autorité désignée au Laos pour l'autorisation au sein du gouvernement et notre partenaire de base, c'est l'OMS. Et on obtient aussi de l'assistance technique de Healthcare Without Harm, qui un de notre sous-composant autour de l'atténuation des gaz à effet de serre dans le système de santé. Prochaine diapo. J'ai seulement 2 autres diapos, je crois. Donc, on peut la bâtir ici. Il devrait y avoir 4 résultats. Donc, le programme a 4 résultats. Je vais être axé seulement sur le 3e, où là, ça implique WASH dans les établissements. Et donc, c'est un projet plus compréhensif que simplement l'élément WASH. Ici, c'est le résultat 3 veut renforcer les capacités gouvernementales pour la résistance climatique dans les systèmes de santé. Et donc, on est taxé ici avec le ministère de la Santé et leurs partenaires au niveau et au niveau provincial. Et le 2e résultat, on aide les gouvernements à renforcer leur système de gestion des surveillances pour avoir des meilleures données sur le climat pour suivre, préparer et réduire les risques sanitaires liés au climat. Et le 3e résultat, c'est améliorer les services en soutenant des meilleures infrastructures dans les établissements de santé et aussi bâtir la capacité de la force de travail. Et le 4e, c'est concerne de renforcer les communautés pour qu'elles soient plus résilientes et puissent mieux répondre et se préparer aux urgences reliées au climat et à la santé et chercher des soins aux besoins. Et donc, prochaine diapo. Je vais juste me concentrer sur un résultat du 3e qui est vraiment axé sur WASH dans les établissements de santé. Avant de passer aux 5 activités qui sont sous ce résultat, je voulais mentionner que le Fonds des Nations unies vont regarder avec scrutiny la conception de la proposition pour s'assurer que tout ce qui est proposé est vraiment lié à un problème climatique ou une solution. Et donc, on ne peut pas juste proposer des enjeux de développement généraux
pour être réglé par l'argent de ce fonds. Il faut qu'il y ait un lien direct qui soit justifié à la crise climatique. Et donc, au LAO, avec notre programme, on n'aurait pas pu inclure le composant établissement de santé sans que l'OMS n'ait complété une évaluation WashFit des établissements dans le pays. Ils ont fait cette évaluation, je pense, dans les 1200 plus établissements du pays et ils ont inclus les nouvelles questions climat qui nous a donné les données dont on avait besoin pour justifier l'inclusion de ce travail dans le fonds vert pour le climat. Donc, ça a été un élément critique pour le projet. Et donc, ce résultat comprend 5 activités. On travaille avec Healthcare Without Harms, les outils d'émission des gaz à effet de serre pour voir à quelle mesure le système de santé émet des gaz à effet de serre pour informer notre approche envers l'amélioration des infrastructures de l'établissement. Et l'autre activité, c'est de faire en sorte que les établissements de santé et l'amélioration aux infrastructures soient plus résilients à la chaleur, inondations, sécheresse, et ensuite renforcer les systèmes électriques pour qu'ils soient plus fiables de façon constante et résistants au climat. Et la quatrième, c'est d'améliorer les services WASH dans les établissements qui sont sensibles et vulnérables au climat pour que les systèmes WASH soient fiables et qu'ils résistent au climat. Et ensuite, renforcer la capacité, cinquième élément, donc du ministère de la Santé, la NAMSAT, qui est le département WASH sous le ministère de la Santé et les partenaires du secteur privé pour exploiter, entretenir et contrôler efficacement les infrastructures de l'établissement. Donc, c'était un aperçu très bref de notre projet et de notre donateur, mais je suis ouvert aux questions s'il y en a. Et vous pouvez aussi me contacter après le webinaire. Je suis toujours heureux de parler de ce fonds comme donateur et le travail qu'on prévoit faire au LAO. Donc, excellent. Merci beaucoup. C'est très utile. On n'a pas beaucoup d'opportunités d'entendre des gens qui travaillent sur des grandes propositions comme ça. Donc, merci beaucoup et merci Save the Children. Comme vous avez décrit, oui, juste la transparence ici pour nous permettre de voir quand ces propositions sont formées, les idées, les concepts, d'avoir ça sur un site web, c'est très utile. Et donc, merci d'être entré dans les détails sur votre travail, dans votre projet particulier. Donc, vous avez mentionné quelques éléments. On a peut-être aussi une ou deux questions. Mais donc, je voulais vous demander si vous pouvez peut-être élaborer davantage. Je pense que sur la dernière diapo, vous avez parlé d'un élément très important, c'est d'avoir cette évaluation WashFit pour faire le travail de base, pour être la justification pour ancrer votre approche et ce que vous vouliez proposer en termes d'intervention. Donc, ça, c'était vraiment un ingrédient important, si je peux me permettre, en termes de vous permettre d'arriver à ce stade du processus de proposition. Est-ce que vous avez d'autres ingrédients, si je peux dire, qui pour vous ont été très forts et ont aidé à faire progresser la proposition du concept à l'approbation et maintenant à l'examen supplémentaire? Oui, je pense que la première chose, c'est que l'OMS et le ministère de la Santé ont eu l'idée du programme il y a plusieurs années et ils n'étaient pas accrédités, donc ils ne pouvaient pas accéder à l'argent du fonds. Mais ils ont amené l'idée à Save the Children pour diriger la proposition pour avoir accès au fonds, au financement. Et donc, d'avoir ce soutien de l'industrie et cette suggestion du ministère pour commencer à travailler sur ce problème, ça a été très bénéfique parce qu'il y a eu vraiment un assentiment tout de suite à tous les niveaux du gouvernement. Et une autre chose qui est très intéressante sur le Fonds vert pour le climat, et une raison pourquoi ce processus de proposition est si long, c'est que ça exige une évaluation assez détaillée avec l'engagement des parties prenantes et leur activité dans la conception de la proposition pour que les communautés, les ministères des gouvernements de différents niveaux, tout le monde qui s'est impliqué dans le projet puisse regarder la conception et faire des commentaires au niveau des activités. Et donc, je pense que ça a été
très intéressant comme processus pour nous et ça a résulté en beaucoup de changements comparé à l'idée originale. OK, merci Steve. Ça a été vraiment très utile. Et donc, je sais que vous avez mentionné que les gens peuvent vous contacter si vous avez des questions. Donc, si vous voulez donner vos coordonnées dans le chat, ce serait très utile pour nous. Et maintenant, parce qu'il nous reste seulement 1 minute de la fin de notre séance, je vais remercier Steve pour votre présentation, Save the Children, pour partager et d'être très ouvert avec nous. Et je vais faire une transition rapidement à Hailey qui va qui va conclure la séance pour nous. Merci, Lindsay. Pardon, Joanne. Tout d'abord, je voulais encore une fois remercier tous nos conférenciers aujourd'hui qui ont partagé tout leur apprentissage. Ça a été vraiment une discussion très riche. On a bien hâte d'en entendre davantage. Et donc, juste pour conclure, certaines façons pour vous impliquer et les prochaines étapes. Donc, on a une liste de diffusion pour ceux qui connaissaient notre site web COP. Vous pouvez voir beaucoup de l'information là, mais aussi l'option de vous joindre à la liste de diffusion. J'ai mis le lien dans le chat. Si vous vous inscrivez à cette liste, vous allez recevoir des mises à jour sur nos événements futurs, les ressources qui sont disponibles avec un bulletin mensuel. Donc, vous pouvez vous inscrire pour avoir accès à toute cette information. Et ensuite, on veut toujours obtenir des sujets pour nos prochains événements. Le COP fonctionne depuis un moment et on veut toujours trouver plus d'informations, des choses que vous voulez entendre parler. Et si on a couvert beaucoup de sujets, mais si vous avez une idée, peut-être un sujet dont on n'a pas discuté, quelque chose que vous faites, on aimerait bien en entendre parler. Et de façon semblable, on envoie aussi ce bulletin mensuel. À tous les événements, on commence la séance avec une histoire à succès. Donc, si vous en avez une que vous voulez partager, vous pouvez nous envoyer un courriel ou nous dire, Lindsay vient de mettre notre email dans le chat. L'interprète n'entend pas l'intervenant. Donc, sentez-vous bien à l'aise de nous parler, de nous informer de cela. Et en juillet, on va avoir une séance qui va être de poser la question aux experts avec différents experts sur différents sujets. Donc, si vous n'avez pas de familiarité avec les experts, vous avez des questions, vous ne savez pas à qui les poser, c'est un bon moment pour présenter ces questions à cette séance. On espère que ça va être sur la gestion des déchets ou questions de genre, IPC. Donc, sur ce, je vais conclure et dire que l'enregistrement pour cette séance en anglais, espagnol et français sera sur notre site web. Lindsay montre ici le lien. Il y aura donc un nouvel onglet avec les enregistrements. Merci beaucoup de vous être rejoints à nous. On apprécie vraiment la présence de tout le monde aujourd'hui et merci à tout le monde et on se revoit en juillet. Merci beaucoup. Merci, Hailey. Your days. Passez une belle journée. Merci à nos conférenciers, nos interprètes. On vous apprécie beaucoup. Bonne journée à tous.